Beata, comment s'est écrit ce roman, Tous tes enfants dispersés? Quel a été le déclencheur, d'autant que vous écriviez des poèmes et des nouvelles auparavant? C'est votre premier roman. Oui, c'est mon premier roman et j'étais partie pour écrire un troisième truc de nouvelles. Et je me considérais comme une master, ce qui n'est pas facile en France. Donc, régulièrement, des gens me disaient alors, Beata, quand est-ce que tu écris un roman? Comme si on disait maintenant, assez joué, façon sérieuse. Ça met le temps de m'exaspérer parce que je disais, la nouvelle est trop forte en soi, j'ai envie de la défendre. Même si les éditeurs français trouvent que c'est pas bon. Voilà. Et donc j'écris une nouvelle qui s'appelle Bébé Poupée, qui se trouve finalement à la fin du roman. Et cette nouvelle, l'écriture de cette nouvelle m'amène à penser à une petite histoire de métis, à Boutaré, la fille dont certaines en particulier, et voilà, l'imagination du travail, je me dis, là, il y a des histoires, il y a une histoire, il y a une grande histoire pour raconter, et je ne crois pas que ça va tenir qu'une seule nouvelle. Donc je suis presque allée à recul. Oui. En tout cas, vers cette forme-là. Et finalement, on parle. Et comme j'avais écrit un petit recueil de poèmes en plus avant, finalement, ça a été aussi une exploration de la langue que je n'étais pas utilisée jusqu'alors. Et donc, aussi le sujet de poèmes, j'ai aussi des soucis de mandat où la langue ne pouvait pas se permettre de poser dans l'ambiance. Donc cette histoire qui partait plus sur le métissage, qui arrivait après de la poésie, qui était aussi en réalité de déployer quelque chose sur plusieurs générations, c'est imposé à moi. C'est presque l'écriture en fait qui vous a guidé et pas vous qui avez dicté votre écriture en fait. Vous êtes fait un peu embarquer par votre écriture. Les deux, parce que je suis quelqu'un d'assez... on va rentrer dans la cuisine, mais j'ai un boulot à côté, je coordonne des projets de prévention en santé. Et quand il s'agit de... Je ne sais pas comment on écrit un roman. En même temps, quand j'ai commencé le blog, je ne savais pas. Mais il y a quand même cette chose en France du roman, c'est la forme de maîtresse, reine, etc. Et il se fait que j'ai arrêté de travailler pour écrire et depuis longtemps, et donc je me suis dit, je suis rien. Et donc je me suis vraiment posée pour écrire comme je le ferais pour un projet de demande de financement à l'Agence nationale de la santé de l'Union européenne. C'est intéressant ça. Faire mon dossier de votre construction en fait. Mon dossier de demande de bourse professionnelle. Et ça m'a vraiment imposé une construction vraiment comme on fait pour dans une démarche très administrative en fait. Avec une chronologie, avec voici d'où je pars, d'où je vais arriver, etc. Donc quelque chose qui m'a rassurée. Je suis partie avec un peu très très précis. Mais la langue, mais l'imagination, mais voilà, les mots vous emmènent parfois là où vous n'avez pas prévu. Et donc il y a des chapitres qui surgissent comme ça de façon et ça m'a permis à la fois de tenir le plan et d'avoir quelque chose de précis où je savais qu'à tel moment je devais avoir fini quelques mois parce que je devais reprendre le travail et en même temps une liberté très différente aussi. Au niveau des thématiques, parce que là c'est multiple, comme en fait l'écriture, le démarrage de l'écriture de ce roman est multiple, les thématiques se recoupent, s'entrecroisent, se nourrissent. C'est à la fois un roman choral, un roman familial, un roman filial, un roman très féministe, si jamais le terme vous revient. Vous le revendiquez? Ça se ressent, je trouve, la manière dont vous parlez des femmes. Est-ce que de la même manière que l'écriture, ça a été un dialogue entre vous et votre écriture, est-ce que les thématiques se sont imposées naturellement? Est-ce qu'elles ont émergé au fur et à mesure que vous avanciez dans la construction? Alors, je sais que le thème du métissage était central. La question de la transmission, à partir du moment où je projetais une histoire douloureuse sur 3 voire 4 générations, elle aussi, finalement, s'est imposée à moi assez vite. Le féminisme, je ne dirais pas que j'écris des romans, c'est pas des romans internes, c'est pas des romans mais effectivement, étant féministe, j'interroge la question des femmes
tendance à dire que ce sont des femmes fortes, mais moi c'est une expression que je trouve très facile. Et presque sexiste, même si on pousse un peu. Essentialisante aussi parfois, parce que ça veut dire que les femmes ne sont pas fortes, mais celles-là sont fortes. Et finalement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont confrontées à différentes époques, à des schémas très enfermants. En tout cas, la représentation de la grand-mère, qui vont être réellement brisées par le propre populaire, par le jugement de la société, et qui ne sont pas si fortes que ça, mais qui sont dans une démarche de reconstruction, de renaissance, pas de résilience, mais c'est aussi le terme qui sont utilisés le gène, parce que c'est devenu des injonctions. On doit être une femme forte, on doit être une personne résiliente. Oui. Et moi, je voulais montrer justement des personnes qui ne s'en sortent pas aussi. Le personnage de Mousse, le frère de Blanche, Immaculata elle-même, à un moment donné, ne s'en sort pas. Il faudra un petit-fils, il faudra un travail continu. La fille, les sœurs d'interpellation. C'était pas pensé en tant que tel au début, mais évidemment, comme c'est mon regard sur le monde, ça a transparé. Oui, presque comme vous le disiez, surtout pas de manière militante affichée, c'est dans la construction et dans ce que vous exprimez. Dans ce cas-là, on ne fait pas de la littérature. Oui, on fait des essais. On fait des essais, on fait du journalisme. La littérature, c'est une chose, même si je crois que c'est la littérature. Mais je pense que c'est important qu'on parle. Voilà, une histoire d'oublier, qu'on raconte une histoire de contente, ça peut transparaître. Oui. C'est pas parce que moi, la littérature, c'est aussi une surface. Je suis souvent cette expression de surface de réparation. C'est un lieu où les gens peuvent entendre ce qu'on a à dire plus facilement que si on leur disait dans le cadre d'un témoignage oui. ou de façon directe. Oui. Parce que, quelque part, on entre dans une histoire où on est emporté par la beauté de la langue, en tout cas par la force du langage, et on s'identifie au personnage et on se rapproche d'eux quelque part plus qu'on ne l'aurait fait en lisant, tiens, je vais lire un témoignage de quelqu'un qui a vécu ci ou ça, parce qu'on aura toujours cette distance, ce n'est pas moi, c'est arrivé il y a longtemps à l'autre bout du monde, et je ne me sens pas autant concernée que si je rentre dans un moment où je m'identifie au personnage et je vis avec eux. Voilà. Donc en ça c'est militant. Oui. C'est-à-dire quand on se dit, mais je vais te prendre par la main quelque part sans que tu te... Si je te dis, viens, allons voir, je ne sais pas moi, telle scène de désastre, ou allons voir de tel chapitre, si je te dis, viens, je vais te raconter une histoire. Oui, là c'est pas pareil, effectivement. Je vais attendre qu'il passe pour la question suivante. Non. Alors, vous parlez beaucoup de la question de la langue qui est omniprésente, j'ai l'impression, dans votre travail et votre langue maternelle est donc le Kinyarwanda. Vous écrivez et exprimez en français. Comment, pour vous, que ce soit au niveau de votre écriture, votre concept, votre rapport à l'écriture et à vous-même, se passe ce rapport à la langue? Vous dites même dans votre roman, enfin, votre personnage dit qu'il n'y a pas de langue maternelle. Comment ça se traduit? Le personnage de Blanche, elle est en difficulté parce que le français, c'est la langue de son père qui a été absent et donc il y a une relation à cette langue de légitimité assez puissante. C'est pas mon cas. Moi je suis allée à l'école belge, l'école internationale belge. Oui, c'est une belge. J'ai appris un français, mais qui n'était pas le français de Paris. Oui. D'ailleurs, dans mon tout premier recueil de nouvelles qui s'appelle Les Jours, c'est un titre qui ne va pas. Je commence en disant d'où je parle et je dis j'ai appris le français avec le belge et l'anglais avec les Canadiens. Ce qui m'a toujours donné l'impression de parler une langue de seconde main, une langue qui est moins dans une certaine représentation d'elle-même. Et quelque part, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai un rapport au français qui n'est pas un rapport
domination de langue de la métropole, ou que je dois prouver que je parle aussi bien le français que le français, parce que c'était une belge moi, au départ. Non, mais c'est pas rien. Et je pense que le festival à Arras, on n'est pas loin de la frontière. Moi, je suis arrivée en France, je suis arrivée à Lille. C'est là que j'ai fait le début de mes études. Donc, ce rapport au français est quand même beaucoup plus décomplexant qui vient de belge. Mais le Kinyarwanda, pour le coup, était dès le début absolument présent. Et je dis souvent que je suis un peu le fruit de ce français. C'est Patrick Chaboisou qui parle d'oraliture, à la fois la littérature francophone que je petite quand je suis lire, et puis l'oralité rwandaise, et que ce sont ces deux univers-là qui forment pour moi ma langue propre écrivaine, et qui fait, même si j'écris en français, qui fait vraiment une vraie part au Kinyarwanda, et c'est pas pour faire exotique, c'est pas pour... c'est vraiment parce que c'est cette langue-là qui nous vient dans l'imaginaire, et que je pense qu'on est aussi une génération qui peuvent complètement assumer. Il ne s'agit plus de faire comme à Paris ou de prouver qu'on n'écrit pas pour les lecteurs français forcément, enfin on écrit parce qu'on a des histoires qui peuvent parler au monde entier. Et c'est en lisant le roman sur la guerre de Biafra de l'américaine, nigérienne-américaine Chimamanda Ngozi Adichie que j'ai vu qu'elle mettait plein de mots d'hypnose, ça s'appelle l'autre moitié du soleil, et je me suis dit, mais pourquoi je ne m'autoriserais pas moi? Pourquoi je ferais taire la source même de mon imaginaire pour faire plaisir aux éditeurs français? Et en fait, aucun éditeur ne m'a jamais demandé d'enlever toute cette part. Non. Mais pendant très longtemps, je pense qu'on ne se l'autorisait pas. Peut-être qu'à une époque, on demandait de ne pas le faire. Peut-être. Le premier roman de l'écrivain ivoirien, celui qui a écrit. Alors, j'ai un trou en entendant le vote de Batsirage. Au début, il a réussi à inscrire en média français, ça s'est refusé. Et il a fallu qu'il passe par le Québec. Ensuite, c'est cohérent. Donc voilà, enfin, c'est peut-être que les temps ont changé, mais en tout cas, ces deux langues-là ne pouvaient être qu'en cohabitation. Et on parle souvent d'horreur indicible, pour rester dans la thématique des mots et du langage, d'horreur indicible quand on parle de crimes de guerre, de génocide, etc. Il se trouve que dans votre roman, la guerre du Rwanda est, je dirais, transversale, enfin elle est permanente, son impact est permanent, et vous mettez des mots justement sur cette indicibilité. Quel est le pouvoir que vous conférez aux mots et comment se passe le fait de poser des mots sur l'horreur? Le génocide des Tutsis du Rwanda, il y a eu beaucoup de témoignages qui m'ont dit exactement ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé pendant les 100 jours, comment leur famille, au-delà d'1 million de personnes, a pu être massacrée pendant 3 mois. Donc moi, je m'oppose en général à cette idée d'indicibilité, qui est devenue quand même un lieu commun. Journalistique, oui, complètement. Là, on sort à toutes les sauces, c'est indicible, c'est innommable, et je dis, mais non, les mots peuvent tout. Et pour ça, je cite souvent Georges Semprin, qui a été déporté. Alors, c'était pas une expérience de génocide, c'était parce qu'il était résistant. Je pense que c'est quand même différent d'être dans un camp d'occupation et d'avoir sa famille exterminée. Néanmoins, dans l'écriture de la vie, il dit bien les mots peuvent tout. Les mots peuvent tout dire. Et ce que je dis souvent, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris parce que j'ai longtemps travaillé dans le champ de la lutte contre le sida, où il y avait cette question de est-ce qu'on peut dire qu'on est séropositif, etc. On avait beaucoup travaillé sur la question de discibilité et d'entendabilité. C'est le terme qu'on avait forgé en tête. Et l'idée, c'est, oui, il faut pouvoir le dire. Et je ne dis pas que c'est facile à dire, c'est très compliqué de raconter ça. Ça demande, j'ai beaucoup d'admiration pour la personnalité. Mais la question, c'est est-ce que c'est entendable?
Parce que les gens qui vous disent c'est indicible, c'est pas une façon dès le départ de dire ah non, non, mais tu ne pourras pas le dire, mais juste pour dire en fait je ne peux pas l'entendre. Je ne suis pas prêt à entendre. Donc c'est toute la question de si je te parle, est-ce que tu m'écoutes? Et est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, la littérature, enfin, les personnages, en tout cas, on sent bien qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je voulais raconter et qui a été exactement la même chose que la Deuxième Guerre mondiale en Occident, la Shoah raconte. Les gens qui survivaient avaient un besoin de parler. C'est nommé, justement. Certains, c'était logoré. Et en face, les personnes, c'était la fin de la guerre, ils avaient envie de vivre, ils avaient envie d'eux. Et finalement, il n'y avait pas grand monde qui les écoutait à ce moment-là. Et c'est exactement le cas d'Immaculata Plata. Elle survit au génocide, c'est son fils, l'armée du FPR dont fait partie son fils qui la découvre. Et lui, il raconte plus tard à sa sœur, elle parlait sans cesse, elle était dans une parole incontinente. Et lui n'en peut plus en fait de voir ça. Oui, ça le renvoie nécessairement. Sachant que lui-même a son propre traumatisme. Parce qu'il a. Qui est dans l'armée. Il ne peut même pas en parler parce que c'est un homme. Mais cette chose-là est une réalité qu'on retrouve sur plusieurs époques. Oui, il y a eu des génocides notamment. Oui. Et oui, les gens qui venaient, je ne peux pas les écouter. J'étais en train de lire, je ne suis pas forcément fan d'elle, Marguerite Duras, je suis tombée complètement par hasard sur un livre qui s'appelle La douleur, où elle parle de quelques jours, avril et mai, quand elle attendait le retour de son mari, Robert Antel. Et elle dit quelque chose, moi je n'étais pas consciente, elle parle du général de Gaulle, évidemment, contexte politique, on sait où elle était, etc. Mais elle dit, finalement, le général de Gaulle ne parle pas du tout de camp. Il n'en parle pas. Il ne parle pas du peuple qui a été déporté. Il décide de faire une journée de deuil national au président Roosevelt. Il ne fait pas de journée de deuil national. Donc il y avait, et ça m'a énormément parlé, ça. Le Rwanda, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été la même chose. Il y a eu un travail important, politique, de mémoire, de commémoration. Néanmoins, cette question de est-ce que les gens étaient prêts à nous entendre, moi je l'ai vécu aussi en France avec des gens qui étaient extrêmement gentils, accueillants, etc. Très peu qui étaient prêts à entendre ce que j'ai parlé. Donc il m'a fallu 20 ans, plus de 20 ans, pour me dire ok, je vais passer par la littérature. Et là, écrire de façon à pouvoir être entendu. Pour finir, on va finir sur la thématique du salon qui est nos mondes sauvages. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée? Est-ce que c'est positif pour vous, la sauvagerie? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que le sauvage, le monde sauvage, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, c'est un terme très très connoté quand on vient du continent africain et qu'on sait à quel point ce terme de sauvage a pu être utilisé pour les peuples colonisés et avant les peuples réduits en esclavage. C'est un mot dont je me méfie beaucoup. Néanmoins, si on me demande ici, maintenant, aujourd'hui, où se trouve la sauvagerie, j'ai envie de dire qu'elle se trouve partout, qu'elle se trouve quand même dans une enfin, c'est pas pour rien qu'on dit aussi le capitalisme sauvage, enfin, c'est dans une organisation économique et politique extrêmément inégalitaire, extrêmement violente aussi d'un point de vue politique. Et les élections arrivées, enfin, tout le monde se met en marche, en ordre de marche pour les élections. Oui. Et on sent que la question ne va pas être notre santé, enfin, notre besoin de respirer, que ce soit d'un point de vue de la santé, de l'écologie ou même racial, ou racial dans le sens du racisme, mais qu'on va tout axer sur l'insécurité, les islamo-gauchistes. Des gros problèmes, hein, c'est vrai. Pour moi, ça c'est un comportement violent et sauvage, mais au-delà, c'est cette... Et en même temps, j'ai envie de garder ce mot, parce qu'on peut sauver des mots parfois de leur utilisation.
l'utilisation de leur appropriation à des fins malsaines, abusives, et de dire mais le sauvage au départ c'est ce qui n'a pas été approprié, apprivoisé, dompté, colonisé par l'être humain, et c'est bien ce dont on a besoin aussi aujourd'hui, en tout cas de réensauvager le monde, de libérer un peu le monde. Quand je dis le monde, c'est la faune, la flore, tout ce qui n'est pas nous, être humain, et libérer un peu de nous. Je pense qu'il va y avoir de tout dans les réponses des gens, et moi je vois les deux. Et notre sauvagerie moderne, et le besoin de réensauvager. Merci beaucoup pour cet échange, et merci à la machine à lire. Merci à la machine à lire.